Vous êtes sur Radio J, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et toujours aux côtés de nos deux éditorialistes politiques de Radio J, Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Bonjour, rebonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, dernière élection de l'année en 2 mois, ces élections législatives, il était écrit qu'elles seraient pleines d'incertitudes. Et effectivement, c'est le cas puisque c'est une raclée pour Emmanuel Macron, comme on a pu le lire dans la presse hier soir. Et puis, on a entendu Elisabeth Borne. Ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. C'est ce qu'a affirmé la chef du gouvernement. En tant que force centrale, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration d'Elisabeth Borne, Bien, écoutez, déjà, vous avez une évolution dans les termes. Elle qualifie donc ensemble de force centrale et non pas majoritaire. La majorité sera d'action et non pas ni relative, ni absolue, bien évidemment. Donc on voit bien qu'il y a déjà une humilité de fait dans la terminologie qui est employée. Ce qui montre effectivement l'ampleur de la difficulté. C'est-à-dire que aujourd'hui, et depuis hier soir, au fond, on n'est pas rentré dans une logique de cohabitation, on rentre dans une logique de coalition, et on a un président empêché. On a un président qui est coincé entre la NUP et le RN. Il y aura un gouvernement, il y aura au final des textes qui passeront, mais le président est empêché, et de ce point de vue-là, ça c'est la nouveauté. On est sorti de l'ère jupitérienne, de l'ère verticale, et les Français ont choisi tout simplement, comme on disait tout à l'heure, d'installer de manière spontanée une forme de proportionnelle, d'envoyer à l'Assemblée des députés qui ressemblent à la France. On a évoqué les nouveaux profils, mais on peut aller même encore plus loin. Avec la NUP, ce sont des métiers inédits qui entrent à l'Assemblée nationale. Très certainement, la députée star, entre guillemets, au moins des premiers jours, sera Rachel Keke, qui est une femme de chambre, qui a été élue donc hier soir, et qui a mené pendant 22 mois un combat un conflit social dans l'hôtel Ibis à Batignolles, là où elle travaille. Vous avez également un employé de la Poste, vous avez un ancien boxeur professionnel, vous avez, en fond, les petits métiers invisibles font leur entrée aussi à l'Assemblée, et bien évidemment, on peut imaginer à quel point ça va changer la donne en termes d'interpellation, en termes je dirais, de rapport de force et de sujets qui vont être mis sur la table. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on est revenu à une considération parlementaire de la Ve République, et quelque part, c'est la fin de la monarchie républicaine. Les bons compromis devront être bâtis selon Elisabeth Borne. Le gouvernement qui compte présenter les textes préparés ces dernières semaines à la nouvelle Assemblée nationale. Alors, quels textes poseront visiblement problème, Christophe ? Alors, il y a plusieurs textes qui vont venir assez rapidement sur la table des députés. Un texte de loi sur la sécurité sanitaire. On est encore en période de risque Covid. Oui. Celui-là devrait passer au nom de la raison et puis du côté dépolitisé de l'affaire, mais il y aura quand même des débats, bien entendu. Il y a ensuite un texte très attendu qui est le texte sur le pouvoir d'achat. Et là, il faudra pour le gouvernement trouver des voies complémentaires. Elles peuvent être du côté de la droite. On pense notamment à tout ce qui est bouclier tarifaire, mais la droite sera sourcilleuse sur la gestion des comptes publics. Et ça peut être aussi des voix qui viennent de la gauche. On pense notamment aux chèques alimentaires et aux mesures ponctuelles destinées à ceux qui sont les moins favorisés dans notre société. Donc là, on verra bien l'équilibrisme du gouvernement. Et puis, il y a d'autres textes qui se voulaient ambitieux. Je pense à un texte déjà de planification écologique. Ce texte-là, je ne vois pas comment il peut passer là, à chaud, dans une session extraordinaire précipitée. Donc le gouvernement va devoir apprendre la patience. Et puis, on attend bien entendu les débats budgétaires pour la rentrée, mais pour les débats budgétaires, il est possible d'utiliser le 49.3. On voit mal une majorité alternative se dresser à ce moment-là, avec un budget alternatif qui ferait l'union des LR, du RN et de LFI. Ce qui va être intéressant dans ces premières semaines, c'est de voir l'attitude des opposants. Et les filles, on l'a senti hier dans les premiers commentaires, vont continuer à 89 ce qu'ils ont fait à 17, c'est-à-dire de l'imprécation dans l'Assemblée. On interpelle, on est vraiment dans le désir de chahuter le gouvernement, et puis de l'obstruction, c'est-à-dire on dépose des milliers d'amendements. C'est pas ce qu'on a entendu du côté de Marine Le Pen. Elle a expliqué qu'elle serait beaucoup plus constructive. Donc on peut penser que Marine Le Pen s'abstiendra sur certains textes, votera certaines dispositions et essaiera de montrer aux Français que ça y est, le RN a une culture de gouvernement qui peut l'amener à être aux affaires en majorité en 2027. C'est ce désir de respectabilité gouvernementale qui animait le discours de Marine Le Pen hier. C'était pas le cas du côté de LFI. Et puis la droite, bien entendu, va vendre très cher son soutien. Elle va vouloir droitiser la politique du gouvernement, mais finalement, dans une Macronie qui penchait déjà à droite,
ça serait assez logique. De là aller jusqu'à un pacte d'alliance LR, LREM, LR ensemble pour co-gérer le pays, on n'en est pas là, ça sera d'abord texte par texte. L'URN prêt à faire des concessions, Mickaël ? Oui, bien sûr, plus que des concessions. Ils ont tout à fait intérêt à montrer qu'ils sont capables de gérer le pays. D'ailleurs, quand on entendait hier soir le discours de Marine Le Pen, on avait le sentiment qu'elle a été élue président de la République. Par rapport, mais c'est pas une boutade, hein, c'est par rapport à la manière dont elle s'exprimait, à la façon dont elle disait qu'effectivement le pays, le groupe allait gérer effectivement les politiques et les textes présentés. De ce point de vue-là, on avait le sentiment d'entendre quelqu'un qui était en situation de gouvernement. On a beaucoup dit, on entend encore beaucoup ce matin de commentaires qui disent au fond c'est la grande surprise, c'est le résultat obtenu par le RN, on parle de séisme, mais ce n'est pas une surprise. Mais ça, c'est intéressant parce que les instituts de sondage créditaient le Rassemblement national de 20 à 50 sièges. Finalement, c'est beaucoup plus. Alors, comment expliquer la différence entre ces projections réalisées par les instituts de sondage et ces résultats très favorables au Rassemblement national ? D'abord, il y a eu un prisme très important qui a été posé et porté sur l'élément nouveau de cette campagne des législatives qui était la création de la NUPES, avec une volonté de présenter cela comme étant l'événement le plus neuf. Or, en réalité, on a compris que c'était une alliance électorale qui, au fond, a fait obtenir à la gauche ce qu'elle avait obtenu en 2017, chacun de son côté. Et on a bien compris, avec le résultat des LFI hier soir, à quel point ce succès est relatif. En réalité, la vraie nouveauté, c'est effectivement la capacité, même dans les projections qui étaient faites, la capacité d'un RN qui pouvait entrer en force à l'Assemblée nationale en contournant le scrutin qui jusqu'à présent avait empêché le RN d'entrer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le scrutin majoritaire. Donc de ce point de vue-là, la vraie surprise, elle est là. Un séisme, on parle de séisme, un séisme c'est quelque chose qui ne s'annonce pas. C'était annoncé, c'était prévu, il fallait juste le regarder et aujourd'hui, et depuis hier soir, on en a la confirmation. Mais pourquoi ça a été possible ? Parce qu'il y a eu des duels RN ensemble, où la droite qui était éliminée, les Républicains n'avaient plus de candidat, et bien cette droite-là, elle a décidé de ne pas venir sauver le candidat Macron. Entre Le Pen et Macron, la droite a dit, écoutez, débrouillez-vous, ça ne nous concerne plus. Alors que d'habitude, il y avait un sursaut républicain, un front républicain, c'était plutôt Macron, même si on le déteste, que Le Pen pour un siège. Et puis face à cela, il y avait aussi 60 duels RN-NUPES, et là, la droite s'est mobilisée, notamment au milieu rural, pour le RN. Il valait mieux pour eux un député le péniste de plus qu'un député mélenchoniste de plus. Et là aussi, c'est la logique de ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, avec effectivement une grande difficulté pour la droite d'exister avec Valérie Pécresse, avec effectivement un Nicolas Sarkozy qui n'a pas voulu aider sa famille politique et ça a impressionné beaucoup d'électeurs. Et finalement, beaucoup de Français se sont dit, c'est pas possible, on peut pas à chaque fois, beaucoup d'électeurs de droite se sont dit, on peut pas à chaque fois se faire avoir. Donc cette fois-ci, on revient à la maison, on n'aide pas Macron, et c'est la conséquence d'un comportement électoral du président de la République depuis effectivement son élection. Les Français ont bien compris qu'effectivement il fallait donner pour eux ce coup d'arrêt. On a expliqué également que pour une grande partie de la nouvelle génération d'électeurs, la notion de front républicain, qui était celle d'un cycle politique qui avait commencé en 2002, s'est terminé en 2022, parce que beaucoup d'électeurs préfèrent soit s'abstenir, soit voter, avoir un vote de conviction. Et tous ces éléments différents ont contribué à créer la situation politique que l'on connaît depuis hier et qu'il va falloir donc maintenant affronter au sommet de l'exécutif. Merci beaucoup Mickaël Darmon. Christophe Barbier, dans un instant, notre invité dans quelques minutes, ce sera Benjamin Lucas.